Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Clémence Benoît. Merci beaucoup Clémence d'avoir accepté de donner un webinaire. Avant que je présente Clémence et que je présente également son sujet, quelques instructions comme d'habitude. On commence tous à avoir évidemment une grande habitude des Zooms. Donc, le webinaire est enregistré, il n'y a pas d'objection pour tout le monde. Je vais agir comme modérateur, donc vous pouvez m'envoyer des questions dans le chat. Valérie, encore une fois aussi, merci beaucoup Valérie de Vermeulen d'organiser les webinaires du risque. Valérie et moi, nous allons garder dans le chat les questions après la présentation de Clémence, qui va durer à peu près une quarantaine de minutes. Il y aura une 10-15 minutes de questions. On veut terminer de toute façon à 1h, 13h. Donc, le webinaire est enregistré. Les questions, vous pouvez les adresser dans le chat. Vous pouvez également lever la main et puis poser aussi vos questions en direct, si ça convient à tout le monde. OK? Alors, Clémence, encore une fois, merci. Clémence, donc, a terminé sa maîtrise recherche en géographie, ici au département de géographie à l'UQAM. Clémence, et d'ailleurs ton mémoire est en évaluation finale, très bonne évaluation de la part de tout le monde. Et elle a travaillé, elle va vous présenter en fait des travaux qu'elle a fait dans le cadre de sa maîtrise sur l'évaluation du risque d'inondation dans le bassin versant de la rivière des Outaouais. Et depuis donc cet hiver, Clémence travaille également comme agente de recherche au Centre ESCAIR pour études et simulations du climat à l'échelle régionale sur les projets d'ailleurs d'une partie de mon équipe. Donc, merci beaucoup Clémence, merci d'avoir accepté de donner ce webinaire. Donc, ça va pour toi, 40-45 minutes de présentation et tu préfères prendre les questions à la fin? Ça va? Moi, c'est toujours mieux à la fin, mais si jamais il faut vraiment m'interrompre, on m'interrompra. OK. Donc, la parole est à toi. Super. Ben, bonjour tout le monde. Je ne vais pas me présenter étant donné que Philippe vient de le faire. Donc, je vais juste commencer par partager mon écran. Voilà. Donc, normalement, vous devriez voir mon écran là. J'espère que c'est bon. Donc, comme Philippe vient de le dire, je présente mon projet de maîtrise aujourd'hui qui consistait en l'évaluation du risque d'inondation dans le bassin versant de la rivière des Outaouais avec le cas d'inondation printanière de 2017 à Rigaud. Notamment, aujourd'hui, je vais inclure également des éléments de l'inondation de 2019, étant donné que pendant ma maîtrise, mais surtout après aussi, j'ai continué de travailler là, sur cet événement majeur. Donc, pour ce qui est du problème technique. Pour ce qui est du plan de la présentation, je vais commencer avec une brève mise en contexte, présenter ma problématique, mes objectifs de recherche. Je vais ensuite continuer par vous présenter ma région d'études, les données et la méthodologie, puis terminer avec une grosse partie sur les résultats et ma conclusion. Là, il y a un bruit de scie mécanique derrière moi. Je suis désolée si ça vous si ça incommode certaines personnes. Donc, dans le fond, c'est pas... j'imagine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui le savez. Dans le contexte des changements climatiques actuels, le cycle hydrologique est profondément modifié. Mais cette réponse-là du cycle hydrologique est extrêmement complexe et incertaine, parce qu'elle fait intervenir plusieurs facteurs qui varient vraiment selon des échelles temporelles et spatiales distinctes. Toutefois, ce qu'on constate à l'échelle globale, c'est qu'il y a vraiment une augmentation de la précipitation, là, autant en termes de cumul d'intensité et de fréquence, mais il y a également, parallèlement à ça, une augmentation des risques d'origine hydrométéorologique. Puis ça inclut notamment là, une augmentation du nombre d'inondations, des inondations. Au Québec, comment ça se traduit? En fait, on a observé de 1948 à 2012 une augmentation de la précipitation moyenne annuelle. Puis cette tendance-là est d'autant plus marquée au printemps. Là, on parle d'une augmentation de 20,9 %. Puis c'est quand même préoccupant en fait parce qu'au Québec, les inondations, c'est les catastrophes naturelles les plus fréquentes et les plus coûteuses, notamment les inondations printanières.
On parle d'environ, on dit qu'environ 20% de la population est exposée à ce risque-là, puis même 80% des municipalités là, en sont affectées directement ou indirectement. Pour maintenant entrer dans le vif du sujet, dans le sud du Québec, lors des printemps 2017 et 2019, là, on a connu les pires inondations là, jamais enregistrées. On parle d'environ 1 milliard de dollars en dommages économiques. Puis ça, c'est vraiment sans compter tous les impacts psychosociaux que ça a entraîné. Notamment, là, il y a une étude de l'Institut de la statistique du Québec qui montre qu'il y a plus de 2/3 des territoires qui ont été inondés dans les bassins du Saint-Laurent qui se trouvaient hors des limites des zones inondables 0-100 ans. Nous, on s'intéresse plus particulièrement à la ville de Rigaud. Pourquoi? Parce que la ville de Rigaud est localisée vraiment en aval du bassin versant de la rivière des Outaouais, donc un secteur qui a été fortement touché lors de ces inondations-là. Puis la géomorphologie du territoire fait en sorte que les inondations sont fréquentes lors de la crue printanière du lac des Deux-Montagnes, qui est en fait la prolongation là, de la rivière des Outaouais. Puis comme j'ai dit, notamment, la ville a été lourdement affectée autant par les inondations de 2017 que de celles de 2019. Également, pourquoi on s'intéresse au risque d'inondation, c'est qu'actuellement, il y a vraiment une mauvaise compréhension du risque d'inondation. C'est en train de changer, mais on avait vraiment auparavant une vision qui était très aléa-centriste. Donc, surtout centriste sur l'aléa hydrologique avec une prise en compte limitée de tous les autres facteurs d'exposition, de vulnérabilité. Parce que comme on peut le voir là, sur le schéma ici, là, il faut bien comprendre que le risque, c'est l'ensemble des composantes de l'aléa, de la vulnérabilité puis de l'exposition. Puis au niveau de l'aléa, c'est aussi tout ce qui touche à l'aléa météorologique qui peut justement générer des inondations majeures. Également, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a très peu ou pas d'études qui se font actuellement à l'échelle des bassins hydrographiques là, ou des bassins versants. Mais pourtant, le bassin versant, c'est vraiment c'est vraiment là. En fait, le bassin versant va conditionner vraiment les processus de transfert des eaux qui, eux, sont à l'origine ou sont l'élément déclencheur des inondations. Donc, pour ce qui est de mon objectif principal de recherche, ça consistait à évaluer le risque d'inondation dans le bassin versant de la rivière des Outaouais. Pour ce faire, on avait identifié 4 sous-objectifs, notamment de caractériser de manière très grossière les facteurs de risque à l'échelle des sous-bassins versants de la rivière des Outaouais. Ensuite de ça, caractériser de manière très fine l'aléa météorologique encore à la même échelle, celle des sous-bassins versants de la rivière des Outaouais. Finalement, plus à l'échelle locale, on a également caractérisé l'aléa hydrologique là, à l'exutoire du bassin versant de la rivière des Outaouais, donc à la centrale de Carillon opérée par Hydro-Québec. Puis finalement, le dernier objectif étant de caractériser l'exposition aux risques d'inondation à Rigaud. Donc, le bassin versant de la rivière des Outaouais, pour ceux qui le connaissent mal, c'est ce gros bassin-là ici en vert. Donc, c'est le bassin a vraiment une superficie énorme. On parle de 146 334 km². Pour vous donner une idée, c'est environ 1/10 de la superficie du Québec ou même 1/4 de la superficie de la France. Donc, c'est un bassin transfrontalier qui est partagé entre le Québec et l'Ontario. La rivière des Outaouais, là, notamment, là, elle prend sa source ici au lac Capichimi-Gama, puis se jette dans le fleuve Saint-Laurent après avoir parcouru 1130 km. C'est d'ailleurs le principal affluent du fleuve Saint-Laurent. Puis comme on peut le voir sur l'agrandissement là, ici du bassin, le bassin est vraiment constitué de plusieurs sous-unités géomorphologiques qui ont vraiment des caractéristiques qui leur sont propres, là, donc des conditions environnementales ou météorologiques qui sont vraiment qui leur sont propres. Puis, ce qui fait en sorte que chacun des sous-bassins va contribuer à l'alimentation en eau de la rivière des Outaouais de manière vraiment variable. Également, comme vous le savez probablement, dans le bassin versant, en hiver, on a un couvert de neige qui s'accumule. Puis, lors de la fonte de ce couvert de neige-là au printemps, ça provoque ça va provoquer la crue du lac des Deux-Montagnes là, à l'exutoire du bassin versant de la rivière des Outaouais.
Également, c'est peut-être important de le mentionner, là, on va souvent là, observer 2 points de crue. La première qui va résulter de la fonte de la neige au sud de la rivière des Outaouais, et la seconde qui va être provoquée par la fonte de la neige au nord de la rivière des Outaouais. Puis peut-être que c'est important aussi de le mentionner, là, malgré la présence de barrages puis d'ouvrages de rétention dans le bassin, il y a au total 60% des apports en eau qui ne font pas l'objet d'une régulation via les ouvrages de rétention. Maintenant, à l'échelle plus locale, ce qu'on voit ici sur la carte, on a le territoire de la ville de Rigaud, ici, dans le encadré au rouge. Puis comme on peut le voir, là, la ville de Rigaud borde le lac des Deux-Montagnes, puis se trouve vraiment juste en aval de la centrale de Carillon. Donc, le barrage de Carillon ici, d'où proviennent les données hydrologiques, notamment qu'on a utilisées, les données de débit qui sont enregistrées directement au barrage de Carillon, puis les données de niveau d'eau qui, elles, proviennent de la station en aval du barrage de Carillon. J'attire votre attention ici, dans le fond, sur la cartographie des zones inondables. Comme on peut le voir par les polygones de couleur jaune, orange et rouge, on a une bonne proportion du territoire qui est exposé au risque d'inondation. Puis on peut voir avec les petits points noirs, donc les bâtiments, que dans ce territoire exposé-là, il y a quand même il y a certaines zones qui sont fortement urbanisées. Également, là, quand je vais parler de la zone d'études locale, souvent, je vais faire référence à cette zone-là qui se trouve entre les pointillés. C'est une zone qui va venir border la route 342 au sud. Voilà. Donc, je présente ici rapidement les données qu'on a utilisées pour faire l'étude. Peut-être le préciser, j'ai pas fait de terrain à proprement dit, étant donné qu'on a utilisé l'ensemble des données qui existaient déjà. Puis on a travaillé avec vraiment beaucoup, beaucoup de données. Donc, peut-être pour y aller rapidement, là, pour caractériser plus les conditions environnementales dans le bassin versant de la rivière des Outaouais, on a utilisé plusieurs bases de données géospatiales à résolution de 30 mètres. Pour le gros vraiment de ma recherche, on a pour l'analyse en fait des conditions météorologiques, on a principalement utilisé la base de données météorologiques sous forme de grilles d'EMET qui fournissent entre autres des données là, à très haute résolution, à 1 km de résolution, puis qui fournissent également des données quant au couvert de neige qui nous intéressait dans ce cas-ci. On a également utilisé les réanalyses de RA5. Pour certaines analyses, ces données-là ont été utilisées plus vers la fin de ma recherche ou même par la suite. Là. Donc, il y a certaines analyses que je vais vous présenter aujourd'hui qui ont été réalisées à partir de ces données-là, mais la plupart vont provenir des données des MET. Pour ce qui est de l'analyse des conditions hydrologiques à l'exutoire du bassin versant la rivière des Outaouais, comme je vous l'ai dit précédemment, on a utilisé les données au barrage de Carillon et en aval du barrage de Carillon, des données qui proviennent d'Hydro-Québec. Puis finalement, pour caractériser l'exposition au risque d'inondation à Rigaud, on a utilisé notamment beaucoup de photographies aériennes afin de caractériser les changements dans l'exposition à travers le temps. Donc, je vais vous présenter rapidement les méthodes. D'abord, pour ce qui est des facteurs de risque dans le bassin versant de la rivière des Outaouais, on a d'abord défini un indice de vulnérabilité environnementale qui a été moyenné spatialement à l'échelle de chacun des sous-bassins versant de la rivière des Outaouais. Je vais vous montrer plus tard dans les résultats, on va pouvoir le visualiser sur des cartes. Dans le fond, cet indice-là est un indice qui tient compte de la pente, qui est en fait le facteur primordial, de la capacité de drainage des sols, puis de l'utilisation du sol en place. Donc, l'indice de vulnérabilité environnementale va être d'autant plus élevé lorsque la pente, lorsque les pentes sont fortes, lorsque le drainage est médiocre et lorsque l'utilisation du sol en place favorise un ruissellement vers l'aval du bassin. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'analyse des conditions météorologiques dans le bassin versant, on a en fait plusieurs analyses à partir de variables et indices météorologiques qui
c'est ça, on a défini plusieurs variables et indices météorologiques, puis on a également, on a fait plusieurs analyses et on a également calculé les anomalies là, de ces indices-là par rapport à la période de référence, qui est dans notre cas la période de 1981 à 2010, donc la climatologie de 1981 à 2010. Donc, on a défini plusieurs indices de température, de précipitation, là, autant en termes de cumul, d'intensité et de durée, puis également des indices de neige, là, autant en ce qui a trait au couvert de neige qu'à la fonte de la neige. On a réalisé plusieurs analyses de tendances, notamment sur la période de 1950 à 2020 à partir des données RA5, mais également sur la période de 1990 à 2019. Voilà. Puis on a calculé plusieurs corrélations entre les indices d'anomalies standardisées de plusieurs indices et le débit de crue printanier à Carillon, afin notamment de voir quel indice avait une influence sur l'ampleur de la crue printanière en avant. Pour ce qui est, on a réalisé 2 autres analyses multicritères. La première était celle pour définir l'indice de vulnérabilité environnementale. Donc, la suivante, on a défini un indice de l'intensité de l'aléa météorologique qui tient compte des indices d'anomalies standardisées, des indices du cumul de la précipitation saisonnière, de l'équivalent en eau de la neige au 1er mars, 1er avril ou 1er mai, de la fonte totale de la neige en mars, en avril ou en mai, puis du 90e centile de la précipitation, encore là, en mars, en avril ou au mois de mai. Ces indices-là ont tous été classifiés, standardisés, pondérés, puis en faisant la sommation, on a obtenu l'indice de l'intensité de l'aléa météorologique qui a été moyenné spatialement à l'échelle des sous-bassins versants. Finalement, on a développé un indice de niveau de risque qui, lui, tient compte de l'indice de vulnérabilité environnementale que je vous ai présenté plus tôt, puis de l'indice de l'intensité de l'aléa météorologique, afin de voir vraiment comment la combinaison de l'aléa météorologique puis des conditions de vulnérabilité peut venir jouer sur l'ampleur de la crue printanière en avant. On a également moyenné spatialement cet indice-là pour chaque sous-bassin. Pour ce qui est de l'analyse des conditions hydrologiques locales, donc à l'exutoire du bassin versant de la rivière des Outaouais, on a d'abord recensé l'ensemble des inondations majeures qui ont eu lieu à Rigaud entre 1963 et 2019. Là, en fait, c'est la période d'enregistrement des données hydrologiques à Carillon. On a procédé à plusieurs analyses statistiques des débits puis des niveaux d'eau, donc les anomalies, tendances, analyse fréquentielle également à partir de la distribution des Generalized Extreme Values. Puis on a estimé la durée des inondations en déterminant d'abord un seuil d'inondation mineur à partir justement de l'analyse fréquentielle. Puis on a calculé la durée de 2 manières, soit en comptabilisant le nombre de jours où on a observé un débit, un débit au-dessus du seuil d'inondation mineur, ou en comptabilisant le nombre de jours où le niveau d'eau moyen enregistré était supérieur au seuil d'inondation mineure. Bon. Finalement, pour l'analyse de l'exposition au risque d'inondation à Rigaud, on a d'abord numérisé les bâtiments dans la zone d'étude à Rigaud là, pour chaque période pour laquelle on avait des photographies aériennes entre 1964 et 2017. On a ensuite de ça modélisé l'extension spatiale des eaux sur le territoire à partir d'un modèle très simple là, dans ArcGIS à partir notamment du niveau d'eau maximum puis du modèle numérique de terrain LIDAR. Puis on est venu estimer le nombre de bâtiments qui ont été touchés pour chaque inondation majeure. J'ai dit finalement, mais là, c'est vraiment... Finalement, on a calculé un indice de sévérité de l'aléa d'inondation qui, lui, tient compte autant des paramètres physiques de la crue que de l'ampleur des dommages potentiels. Puis il a été calculé cet indice-là pour chacune des inondations majeures recensées. Donc, j'en viens aux résultats. Pour ce qui est de la vulnérabilité environnementale, si on tient compte de l'indice de pente, de l'indice de l'utilisation du sol et de l'indice de drainage, on obtient ici l'indice de vulnérabilité environnementale, comme je vous disais, là, qui a été moyenné spatialement à l'échelle des sous-bassins versants. Donc, comme on peut le voir, là, avec le facteur vraiment primordial de la pente, on a identifié le bassin du cours inférieur de la rivière du Lièvre comme étant celui
celui avec l'indice le plus élevé. Mais comme on peut le voir, là, les bassins voisins aussi, notamment celui du cours inférieur de la rivière Gatineau, Petite Nation, de la rivière Petite Nation, Rivière Rouge et Rivière du Nord, ont des indices élevés. On peut voir aussi que le bassin de la rivière Montréal puis le bassin de la rivière Madawaska aussi ont des indices assez élevés. Donc, dans le fond, c'est des endroits dans le bassin qui vont être les plus susceptibles d'exacerber le ruissellement, les taux de ruissellement, donc l'augmentation des débits niveau d'eau à l'exutoire de manière plus rapide. Donc, pour ce qui est de l'analyse des conditions météorologiques, là, on a commencé par d'abord analyser les tendances là, afin d'évaluer les changements au niveau des variables de base, là, des variables d'intérêt. Donc, ici, je vous présente les tendances décennales, donc tendances par décennie, qui ont été calculées sur la période de 1990 à 2019 à partir des données d'EMET. Comme on peut le voir ici, là, on a vraiment des tendances probantes au niveau du cumul de la précipitation au mois d'avril. Si vous remarquez, on a des augmentations de plus de 20 mm par décennie, là, surtout au cœur là, du bassin, là, notamment les sous-bassins de la rivière le sous-bassin de la rivière Coulonge, ce qui est assez exceptionnel. Également, au niveau de l'intensité des événements de précipitation, comme on peut le voir ici, le 90e centile de la précipitation montre également des augmentations là, sur cette période-là dans les mêmes secteurs. Finalement, pour ce qui est de l'indice CWD, là, qui est en fait le Consecutive Wet Days Index, donc le nombre consécutif de jours, le nombre maximum de jours consécutifs de pluie, on peut voir aussi que certains secteurs qui montrent une augmentation. Puis, au mois d'avril, excusez-moi. Puis, au niveau du Snow Water Equivalent, donc l'équivalent en eau de la neige, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même certains secteurs au mois de mars qui montrent une diminution du couvert de neige. Mais, dans le fond, c'est peut-être important de le préciser que à partir des données RA5, cette diminution-là n'est pas constatée sur la période de 1990 à 2019. Donc, au niveau des tendances qui ont été calculées maintenant sur la période complète de 1950 à 2020 à partir des données d'ERA5, on peut voir notamment que, alors qu'on n'avait pas observé de tendance sur la température maximale au mois de mars et au mois de mai, on observe pourtant une augmentation de cette variable-là sur la période complète là, de 1950 à 2020. Également, on observe une diminution du Snow Water Equivalent autant au mois de janvier, février, mars, avril, ce qui n'était pas le cas pour la période plus récente de 1990 à 2020. Puis, on a également une augmentation du cumul de la précipitation au mois de avril et mai. En fait, c'est des augmentations qui sont un peu moins prononcées là, que sur la période récente de 1990 à 2020. Pour ce qui est des tendances sur les débits, c'est important de le mentionner, on n'a pas calculé de tendance significative sur les débits maximum printaniers. Par contre, lorsqu'on regarde vraiment les débits mensuels, donc les débits maximum, moyen et minimum, on peut voir que sur la période complète d'enregistrement des données là, de 1963 à 2019, on a une augmentation des débits hivernaux là, au mois de janvier et de février. Puis sur la période récente de 1990 à 2019, ici, on n'a pas d'augmentation sur les débits hivernaux, mais on a une augmentation au niveau des débits au mois de mai, ce qui est notamment ce qui pourrait être associé à l'augmentation de la précipitation au mois d'avril. Donc ici, on va décortiquer ce gros tableau-là ensemble. Là. Je vais passer quand même assez rapidement, mais ce que je présente, c'est en fait les indices météorologiques mensuels des mois de mars, avril et mai, calculés en 2017. Puis on les compare aux indices moyennés sur la période de 1981 à 2010. Donc, c'est un peu pour voir dans quel contexte l'événement de 2017 s'est produit. Donc, ici, ce qu'on peut voir pour commencer, c'est que en 2017, le mois de mars a vraiment était plus froid que les valeurs, était
on avait un mois de mars vraiment plus froid que la normale en 2017. Par contre, au mois d'avril, on voit que les températures, autant maximales que minimales, sont supérieures aux valeurs normales. Donc, on peut vraiment penser à un dégel rapide. Pourtant, pas pourtant, mais juste vous montrer avant de voir comment ce dégel rapide-là peut avoir eu un impact sur les quantités de neige libérées. En fait, c'est important de voir qu'au niveau du Snow Water Equivalent, ben, on n'avait pas de valeur de neige au-dessus des valeurs normales en 2017. Juste peut-être le préciser, avec ERA5, on a obtenu des valeurs légèrement au-dessus des valeurs normales, là, mais rien d'exceptionnel. Par contre, ce qu'on constate, c'est que le dégel rapide a vraiment entraîné la fonte d'un couvert de neige important là, au mois d'avril, donc avec des valeurs supérieures aux valeurs normales. Je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de bruit chez moi, c'est super déconcentrant. Bon. Donc, au mois de... Pour ce qui est des indices de précipitation, autant en termes de cumul que d'intensité que de durée, on a vraiment des valeurs exceptionnelles en 2017, autant au mois d'avril qu'au mois de mai, mais on va voir ça dans les prochaines diapos. Donc ici, ce que je montre, c'est les mêmes indices, sauf que en fait, c'est les indices qui ont été, c'est les anomalies standardisées de ces indices-là par rapport à la période de référence de 1981 à 2019. Ici, on regarde les indices du mois d'avril. Puis notamment, on va comparer les indices pour chacune des années de 1981 à 2019. Donc, j'attire tout de suite votre attention sur les années 2017 et 2019, où on peut voir que on a vraiment eu des cumuls de précipitations puis des événements intenses de précipitations au-dessus des valeurs normales. Ici, sur l'axe des Y, c'est le nombre d'écarts types de différence avec la période de référence. Donc, pour 2017, on peut voir qu'on a dépassé 2 écarts types avec la normale en ce qui a trait au cumul de la précipitation. On a presque dépassé 2 écarts types là, en ce qui a trait au 90e centile de la précipitation. Puis en 2019, au mois d'avril, ben, on avait des valeurs encore plus exceptionnelles avec pratiquement 3 écarts types de différence avec les valeurs normales. Puis si on compare ces années-là à toutes les autres années depuis 1981, on peut vraiment voir que c'est quelque chose de caractéristique de ces événements-là parce que on n'avait jamais observé de telles anomalies depuis 1981. Aussi, peut-être important de voir que l'histogramme rose qui correspond à la fonte du couvert neigeux, là, donc on peut voir qu'au mois d'avril, malgré les valeurs de neige ici là, en brun sous les valeurs normales, on a vraiment eu des quantités d'eau libérées par la fonte du couvert de neige supérieures aux valeurs normales, ce qui n'était pas le cas en 2010. Puis si on regarde le mois de mai, ce qui est intéressant en fait, c'est de voir qu'en 2017, on a encore eu vraiment des anomalies exceptionnelles de cumul et d'intensité de la précipitation, alors que ce n'était pas le cas en 2019. Puis si on regarde les autres années, là, on voit que c'est seulement en 1983 là, où on avait eu des intensités, des cumuls similaires, mais vraiment là, pour autant des intensités similaires pour le mois d'avril et mai, ça n'avait jamais été observé avant ça, bref, depuis 1980. Donc ici, dans le fond, ce que je vous présente, c'est les mêmes anomalies, en fait, toujours des indices météorologiques, mais on vient vraiment voir leur répartition spatiale au sein du bassin versant. Donc, le premier indice que je vous présente ici, c'est l'indice de degré jour de gel. On peut voir qu'en 2017, on avait vraiment des valeurs là, sous la normale. En fait, cet indice-là est un bon indicateur de l'état de gel du sol. Donc, on peut voir qu'en 2017, on n'a pas eu nécessairement un hiver très froid ou qui a entraîné un état de gel du sol particulièrement important. Toutefois, en 2019, c'est le cas contraire qu'on a observé. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est vraiment au niveau de la température maximale du mois de mars, là, on voit qu'on a eu des températures plus froides autant en 2017 qu'en 2019, puis ça sur l'ensemble du bassin versant de la rivière des Outaouais. Puis, comme on l'avait vu précédemment, là, la température maximale au mois d'avril a atteint des valeurs vraiment au-dessus de la normale en 2017
alors que ce n'était pas le cas en 2010. Toujours dans les anomalies standardisées, là, maintenant, ici, on regarde l'indice de l'équivalent en eau de la neige. On peut voir que malgré la valeur moyennée sur l'ensemble du bassin versant qui était sous les valeurs normales en 2017, au mois d'avril, on peut voir qu'il y a quand même certains secteurs du bassin versant en 2017 là, qui montraient certaines anomalies positives, là, donc des accumulations supérieures aux valeurs normales. En 2019, il y a vraiment presque tout le secteur aval du bassin qui montrait des anomalies positives, là, donc plus de neige en 2019. Par contre, comme on l'a vu aussi précédemment, ben, l'indice de fond de la neige, lui, a atteint des valeurs vraiment plus exceptionnelles, notamment là, au sud de la rivière des Outaouais, à l'endroit où on observe normalement là, la première, où la fonte de la neige va se produire plus précocement. Voilà. Ici, peut-être rapidement, là, dans le fond, c'est l'indice de cumul de la précipitation. On est toujours dans les anomalies standardisées. Ce qu'on peut voir, c'est que le cumul saisonnier, autant de novembre à mars, de novembre à avril ou de novembre à mai, était vraiment particulièrement exceptionnel en 2017 puis en 2019, notamment dans le secteur là, dans le secteur aval du bassin versant de la rivière des Outaouais. Par contre, ce qu'on constate, c'est vraiment là, avec les accumulations du mois de mai, en plus des accumulations du mois d'avril, on a vraiment atteint des valeurs exceptionnelles du cumul de la précipitation en 2017, là, avec des anomalies dépassant 3 écarts de différence avec la normale sur un important secteur en aval du bassin. Alors qu'en 2019, là, on voit que les indices sont assez similaires si on regarde le cumul de novembre à avril ou de novembre à mai. Puis finalement, pour ce qui est du 90e centile, la précipitation, c'est là qu'il y a vraiment une différence entre 2017 et 2019, là, je dirais, malgré les intensités vraiment importantes, exceptionnelles en 2017. On voit vraiment qu'en 2019, là, les événements intenses de précipitation là, ont touché l'ensemble du bassin versant de la rivière des Outaouais avec des anomalies dépassant 3 écarts sur presque l'ensemble du bassin versant. Aussi, au mois de mai 2017, on peut voir que justement, alors que les anomalies du mois d'avril avaient été plus importantes au nord de la rivière des Outaouais, on constate que cette fois-ci, au mois de mai, elles ont touché plus le secteur au sud de la rivière des Outaouais. Donc maintenant, ce qu'on a tenté de voir, c'est ça, c'est de voir les corrélations qui existaient entre certains indices météo puis le début de crue printanière à l'exutoire du bassin. Donc, tout de suite, j'attire votre attention sur les deux premiers indices ici, qui sont l'indice de la température maximale au mois de mars, puis la fonte totale de la neige au mois de mars. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'il y a une corrélation négative entre ces indices-là puis le débit de crue printanière. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que plus il fait froid au mois de mars, moins on a de neige qui fond au mois de mars, ben, plus il est probable que les débits de crue printaniers soient importants. On a également trouvé quelques corrélations entre les indices de neige au mois d'avril et les débits de crue, mais comme vous le voyez ici, c'est vraiment pas généralisé à l'ensemble du bassin versant. Par contre, où c'est vraiment intéressant, on voit qu'il y a vraiment des corrélations fortes entre le cumul de la précipitation saisonnier. Là, ici, c'est un exemple avec le cumul de novembre à avril. On voit notamment que les corrélations sont les plus fortes dans le secteur aval du bassin versant de la rivière des Outaouais. Puis, au niveau du 90e centile de la précipitation, les corrélations les plus fortes sont retrouvées notamment là, dans le sous-bassin versant du cours inférieur, des cours inférieurs de la rivière Gatineau et de la rivière du Lièvre. C'est notamment les sous-bassins versants qui avaient les indices de vulnérabilité environnementale les plus élevés. Donc, c'est super intéressant de constater ça justement ici. Donc, finalement, ben, l'indice de l'intensité de l'aléa météorologique qui vient combiner, comme je vous l'ai dit, les indices de cumul de la précipitation, de l'intensité de la précipitation, le 90e centile, puis l'indice de fonte de neige, l'indice de couvert de neige, nous donne ces indices-là une fois moyennés sur l'ensemble du bassin versant. Donc, si on regarde au niveau du mois d'avril en 2017,
on remarque que les indices les plus élevés ont été observés au niveau de, vraiment dans le bassin versant du cours intérieur de la rivière Gatineau, mais également là, au niveau du bassin du cours intérieur de la rivière du Lièvre. Donc, encore une fois, là, on constate que les extrêmes météorologiques se sont produits dans les secteurs les plus vulnérables du bassin versant de la rivière des Outaouais en 2017. En 2019, on peut voir que les indices étaient particulièrement élevés, et ça sur presque l'ensemble du bassin. Puis, au mois de mai, on voit que cet indice-là, en 2017, a été vraiment plus élevé dans les sous-bassins au sud de la rivière des Outaouais, alors qu'on sait qu'il y avait encore des quantités de neige à fondre là, au nord de la rivière des Outaouais. Puis ici, ça permet de visualiser en fait l'effet combiné de l'indice de vulnérabilité environnementale puis l'indice de l'intensité de l'aléa météorologique. Donc, comme on peut le voir ici, en avril 2017, par exemple, on voit que la combinaison des deux indices vient vraiment mettre en lumière l'effet de la répartition des extrêmes météorologiques dans le bassin versant. Là, on voit vraiment que ça fait ressortir là, nos deux bassins qu'on a identifiés plus tôt, soit celui de la rivière Gatineau et de la rivière du Lièvre. Voilà. Donc, maintenant, pour ce qui est des conditions hydrologiques au barrage de Carillon là, ou à l'exutoire du bassin versant de la rivière des Outaouais, comme je le disais plus tôt, les événements de 2017 puis 2019 là, ont vraiment été historiques. On a atteint, dans le cas de l'année 2017, un débit maximum printanier de 9094 mètres cubes par seconde, alors qu'en 2019, cette valeur-là a atteint 9217 mètres cubes par seconde. Ça, c'est si on regarde les données moyennes journalières. Puis, si on regarde les niveaux d'eau, c'est les niveaux d'eau en aval du barrage de Carillon, on voit que dans les deux cas, on a atteint une valeur de 25,11 mètres, alors que en fait, c'est des valeurs qui n'ont pas dépassé les valeurs de 1974 et 1976, comme on peut le voir ici. Ici, les niveaux d'eau en orange qui correspondent au niveau d'eau maximum atteint en 74 puis en 65. Par contre, quand on regarde vraiment là, les débits, là, on constate qu'on a atteint des valeurs dépassant 4 écarts types là, avec celle de la période de référence de 1981 à 2010. Donc, vraiment un contexte exceptionnel. Ensuite de ça, rapidement, on a réalisé l'analyse fréquentielle des débits maximum printaniers pour estimer la période de retour des événements de 2017 puis de 2019. Donc, comme on peut le voir ici, on a estimé la période de retour de l'événement de 2017 à 70 ans, puis celle de l'événement de 2019 à 78 ans. Par contre, on peut voir que si on omettait de considérer les événements de 2017 et 2019 là, dans l'analyse des valeurs exceptionnelles, on se retrouverait avec une période de retour beaucoup plus élevée, là, autant pour les deux événements. Pour ce qui est de la durée des inondations, donc on constate encore là qu'en regardant les données de débit, on a vraiment atteint des durées exceptionnelles en 2017 et en 2019, donc des durées de 44 et 50 jours respectivement, alors que comme je le disais précédemment, avec les niveaux d'eau atteints, puis aussi la durée en considérant les données de niveau d'eau, les records sont vraiment détenus par l'année 74 puis l'année 76. Donc, finalement, pour ce qui est de l'exposition au risque d'inondation à Rigaud, on a regardé brièvement cette composante-là, là, vraiment sans entrer dans les détails, non plus sans entrer dans tout ce qui est la valeur des biens, mais seulement vraiment en comptabilisant le nombre de bâtiments dans la zone d'étude, puis dans les différentes zones inondables, puis voir l'évolution de cette urbanisation-là à travers le temps. Donc, ce qu'on constate, en fait, c'est que l'urbanisation s'est principalement faite entre 1975 et 1992, là, notamment là, dans la plaine inondable. C'est là qu'on a eu le plus d'augmentation du nombre de bâtiments. Puis on voit qu'après 92, là, ça s'est vraiment stabilisé. Puis c'est ça. Ici, je vous présente dans le fond
la carte de la modélisation de l'extension spatiale des eaux sur le territoire avec l'exemple de 1976 puis de 2017. Donc, comme on peut le voir, l'extension des eaux sur le territoire en 1976 a dépassé légèrement celle, en fait, a atteint une superficie légèrement plus importante qu'en 2017. Par contre, on peut le voir avec les petits points ici, là, qui sont les bâtiments en rouge, c'est les bâtiments en 2017, puis en jaune, c'est les bâtiments en 1976. On peut voir que justement, malgré la superficie peut-être un petit peu plus petite atteinte en 2017, on peut imaginer qu'il y a autant, sinon même plus de bâtiments qui ont été touchés. Puis c'est ce qu'on peut notamment considérer, pas considérer, remarquer ici, où on voit qu'en 76, on a estimé un nombre de 215 bâtiments touchés, alors qu'en 2017, on estime ce nombre-là à 221. Je dois quand même préciser là, que c'est vraiment des estimations, puis qu'il y a même eu plus de bâtiments qui ont été touchés. Là, donc, c'est à prendre avec une petite... de juste faire attention à ces chiffres. Voilà. Donc, dans le fond, pour revenir sur les causes des inondations de 2017 puis de 2019, je pense que je vais peut-être le répéter 3 fois là, durant la conclusion. Il y a vraiment, on observe vraiment le rôle crucial des précipitations liquides ou même des événements de pluie sur neige sur l'ampleur des débits de crues qu'on va observer à l'exutoire du bassin versant de la rivière des Outaouais. Il y a également un rôle non négligeable des facteurs saisonniers hivernaux, où je veux en venir avec ça, en fait, c'est vraiment l'influence par exemple, de la température au mois de mars. Si on a des températures plus froides, on a remarqué qu'on allait à ce moment-là conserver les quantités de neige à fondre, donc il y aurait ce qui entraîne des volumes de neige plus importants à fondre au mois d'avril ou au mois de mai. Il y a également un rôle non négligeable de la combinaison des facteurs météorologiques et environnementaux, parce que comme on l'a vu, on a remarqué que les extrêmes météorologiques, dans le cas de 2017, se sont vraiment produits dans les secteurs les plus vulnérables du bassin versant, là, soit ceux des secteurs qui peuvent contribuer à exacerber l'ampleur de la crue printanière à l'exutoire du bassin. Puis, ce qu'on constate aussi, c'est que l'augmentation de l'exposition aux risques d'inondation à Rigaud entre 1975 et 1992, ça a nécessairement aussi un impact sur l'ampleur des dommages potentiels lorsqu'une inondation comme celle de 2017 ou de 2019 se produit. Puis ça, c'est bien entendu sans compter l'augmentation de la valeur des biens là, à travers le temps. Pour ce qui est des leçons apprises des inondations de 2017 et de 2019, je pense qu'on le constate, là, en fait, il y a vraiment une sensibilité du bassin versant de la rivière des Outaouais autant aux dégels printaniers qu'aux événements de pluie sur neige. Puis, on ne l'a pas montré dans ce cas-ci, mais dans les secteurs là, qui sont, malgré la forte présence de forêts dans le bassin versant de la rivière des Outaouais, dans les secteurs qui ont quand même des densités de population puis d'infrastructures les plus élevées. Je pense que c'est aussi important de rappeler là, que c'est super important de développer, de continuer de développer des bases de données à très haute résolution, puis surtout de mettre en place un système de surveillance puis de suivi des conditions hydrométéorologiques en temps réel pour mieux anticiper les inondations, pour, par exemple, essayer d'anticiper à l'avance, en fait, de voir des conditions qui pourraient être similaires à celles qu'on a observées en 2007, puis vraiment de venir améliorer la gestion du risque d'inondation en temps réel. Puis comme on le constate aussi, l'approche intégrée du risque par bassin versant est essentielle. Là, ce travail-là n'aurait pas pu être fait là, sans considérer l'ensemble du bassin versant. Bien entendu, c'est quand même, comme vous l'avez vu, un énorme bassin versant, puis il y aurait certainement améliorations à apporter, ou en fait, il y a beaucoup de... comment le dire? L'analyse, par exemple, des facteurs de risque a été faite de manière très grossière, puis c'est sûr qu'il faudrait s'y pencher davantage là, dans le cadre de prochaines études. Notamment, là, justement, dans les travaux à poursuivre,
je pense qu'il est essentiel d'éventuellement en arriver à une modélisation hydrodynamique à l'échelle du bassin versant pour vraiment venir quantifier la contribution de chacun des facteurs aux risques d'inondation, notamment là, les effets combinés qu'on a identifiés puis les autres extrêmes climatiques. Puis il faut également là, apporter une attention particulière à la représentation des conditions de surface puis sous la surface qui ont été négligées là, dans le cadre de cette étude-là. Également, comme je le disais au départ, c'est super important d'étudier le risque dans une approche intégrée qui s'intéresse autant aux composantes d'exposition et de vulnérabilité, mais dans ce cas-ci, c'est sûr qu'on n'a pas suffisamment approfondi les facteurs d'exposition et de vulnérabilité socio-économique à l'échelle locale, donc ça serait à faire dans des travaux pour la suite. Puis également, ça serait intéressant de venir analyser ou évaluer l'influence de l'écoulement en provenance des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Donc, pour terminer, je pense que c'est important de considérer en fait que l'augmentation observée et anticipée de la précipitation, là, autant en termes de cumul, d'intensité que de durée en avril, là, surtout dans le bassin versant de la rivière des Outaouais. Puis ça, même sans couvert de neige qui est particulièrement important à la fin de l'hiver, ça pourrait éventuellement contribuer à l'amplification du risque d'inondation dans le futur, bien que ça reste à confirmer. Donc voilà, merci et désolé pour le bruit. Merci beaucoup, Clémence, pour cette excellente présentation. Alors, c'est le temps pour les questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, mais vous pouvez le faire ou alors lever la main ou prendre tout simplement la parole en ouvrant votre micro. Je pense peut-être le mieux, ce serait que tu arrêtes le partage d'écran, Clémence. Ça, je vais voir aussi. As-tu des questions? Je vois qu'il y en a qui applaudissent. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais lancer le bal. Là, tu viens de parler, effectivement. Ah, je vois qu'il y a Philippe. Je vais laisser la parole à Philippe. Vas-y, la parole est à toi. Oh, excuse-moi, au début, je m'étais trompé entre lever la main et applaudir. Mais dans tous les cas, c'est très bon. Donc, félicitations pour ta présentation. Je comprends qu'il faut faire des choix lors d'une analyse comme celle que tu viens de faire. Tu fais une échelle, surtout à l'échelle mensuelle, mais j'étais curieux de savoir si c'est vraiment une pluie ou quelques pluies qui fait qu'il y a une inondation ou si c'est plutôt plusieurs petites pluies qui fait qu'au bout d'un certain mois, tu as beaucoup d'eau et que ça va finalement se retrouver à l'exutoire. Oui, notamment, oui, on regardait à l'échelle mensuelle, mais il y a les indices de précipitation comme là, je ne l'ai pas montré ici, mais on avait aussi le SDII, là, qui est en fait qui est l'intensité moyenne par jour de pluie de la précipitation, ou il y a aussi le 90e centile de la précipitation qui nous donne de l'information par rapport à l'intensité de la précipitation journalière, là, donc finalement, ou même le consécutif des index. Donc, c'est pas nécessairement juste le cumul de la précipitation, parce que oui, on sait que c'est pas juste le cumul mensuel qui va avoir une influence, mais souvent même, je pense qu'il y a des articles aussi qui montrent notamment que la précipitation horaire a aussi une influence vraiment importante là, sur les événements, sur les événements extrêmes de ruissellement, par exemple. Donc oui, c'est sûr que ça a été un choix aussi de regarder les cumuls, mais aussi, je pense que l'intégration des indices quand même mensuels, mais qui viennent donner une information sur l'intensité de la précipitation plus journalière, en fait, ont aussi une influence sur l'ampleur de la crue. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Rapidement, c'est juste parce que c'est comme une méga pluie qui fait la différence ou c'est vraiment plusieurs. Je ne sais pas si c'était à cette échelle-là, mais parce que des fois, mettons que ces deux méga pluies, c'est peut-être juste un hasard des choses plus qu'une tendance vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire que la tendance, parce que nous, ce qu'on montre, c'est pas nécessairement qu'il y a eu 2 méga pluies en 2007, puis là, c'est vraiment qu'on voit qu'il y a une tendance à l'augmentation en fait, de l'intensité des événements de précipitation, puis aussi une augmentation du cumul. Fait que c'est sûr que
le cumul joue un rôle, mais après ça, l'intensité également, c'est une combinaison de tous ces facteurs-là. Puis c'est pour ça aussi qu'on les combine pour notamment calculer l'indice de l'intensité de l'alléométéorologie. Donc, on ne regarde pas juste le cumul. Okay, merci. Je pense qu'on pourra en parler longtemps. Ouais, OK, on en reparlera. Okay, merci. Tu peux continuer aussi. Non, mais je vais donner la chance aux autres. Là, puis, si on a le temps, on pourra continuer. Merci Philippe. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vais y aller avec une autre question qui est un peu complète ou rebondit sur la question de Philippe. Tu l'as montré, en fait, le bassin versant, compte tenu de sa superficie, finalement, il est très sensible. Je pense que tu en as parlé au début. 60%, notamment dans le sud, de l'apport en eau des rivières et des lacs n'est pas régulé. Or, en 2017, c'est surtout dans le sud, finalement, qu'on a eu beaucoup d'accumulation, d'intensité très forte. Donc, si tu avais une recommandation... Dans le secteur aval, c'est ça. Oui, dans le secteur aval. Ouais. Donc, si tu avais une recommandation, si tu étais, par exemple, je ne sais pas moi, gestionnaire de la ville de Rigaud, ou ils ne sont pas nécessairement là aujourd'hui, mais on va en reparler avec eux, mais, ou certaines autorités, qu'est-ce que tu privilégierais quand tu nous parles justement du suivi des conditions de surveillance, etc. Qu'est-ce que toi, personnellement, Clémence, tu privilégierais? Ben, je pense que, peut-être pour bondir sur la conclusion, c'est sûr que la mise en place d'un système de surveillance là, ou de suivi en temps réel, puis vraiment de peut-être de peaufiner ce système-là, ou en fait dans les secteurs qu'on a identifiés comme étant les plus vulnérables, donc vraiment d'aller voir les conditions à la fin de l'hiver, au printemps, voir, bon, ben, oui, le cumul de neige, mais de voir, même avec des modèles de prévision, c'est quoi les événements de précipitation qui viennent, puis justement, est-ce qu'ils vont toucher ces secteurs-là, puis est-ce que c'est quoi, même vu qu'il y a quand même un temps de réponse là, entre ce qui se produit dans ces sous-bassins-là, puis ce qui est observé à l'exutoire, de vraiment d'essayer d'être le plus à jour possible sur l'observation de ces conditions-là, puis vraiment d'avoir une, je sais pas, c'est ça, de vraiment surveiller les secteurs les plus vulnérables, puis de voir s'ils reçoivent des intensités particulières de précipitation au mois d'avril ou mai, ben de se mettre vraiment là, en mode en mode de gestion, là, je sais pas comment, en mode de prévoir ce qui va se produire à l'exutoire, puis de vraiment, là, à la fin, la population, les citoyens, tout ça. OK. Donc, pour résumer ce que tu dis, je vais laisser, il y a une autre question, c'est qu'il y a les secteurs à surveiller, en particulier là où la vulnérabilité environnementale est élevée, et donc peut-être des secteurs à surveiller, faire une surveillance de ces secteurs-là avec un réseau, par exemple, d'observation, etc., surtout dans la mesure où ce sont en plus des secteurs qui ne sont pas régulés. Exactement. OK. Alors, une question, commentaire de Javad. Il dit pourquoi avoir évalué le niveau d'eau du barrage est-ce constant pendant toute la période? Je pense qu'il y a une question intéressante là-dessus. Oui. En fait, les données d'Hydro-Québec au barrage de Carillon offrent en fait, les données de débit sont enregistrées au barrage de Carillon, puis on offre des données de niveau d'eau en amont du barrage puis en aval. Les données, juste le préciser aussi, le barrage de Carillon, c'est un barrage au fil de l'eau qui n'a pas une capacité de rétention là, comme les gros barrages de rétention. Par contre, c'est ça, ce qu'on observe avec les niveaux d'eau en amont du barrage, eux, ils vont être passablement constants, là, si je peux dire. C'est pour ça qu'on les a pas utilisés dans le cadre de cette analyse-là. Par contre, les niveaux d'eau en amont, en aval, eux sont vraiment variables. Justement, là, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas une corrélation parfaite entre les débits et le niveau d'eau. Il y a une corrélation, mais il n'évolue pas nécessairement de la même manière, mais il y a vraiment le niveau d'eau au lac des Deux-Montagnes, là, lui, varie, là, puis est pas
justement, puis c'est un peu ça que je voulais dire à la fin aussi avec des analyses à approfondir sur l'influence de l'écoulement en provenance des Grands Lacs puis du Saint-Laurent, là, voir si justement ça aussi, ça peut pas avoir un effet sur le niveau d'eau qui est observé en aval du barrage. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, je peux peut-être y aller. J'ai une question par rapport justement au barrage. Oui, c'est Serge Laforce qui parle. Merci Clémence, premièrement, pour ta présentation. C'était très bien. Par rapport à la gestion des barrages, justement, en amont, dessus d'Hydro-Québec, des gros réservoirs, est-ce qu'on sait s'ils ont retardé le plus possible la vidange des réservoirs par rapport aux événements de 2017 et 2019? Oui, ben, c'est ça. Moi, je ne me suis pas penchée à 100% sur cette question-là, mais oui, il y a eu, je pense qu'il y a eu tous les efforts concertés pour atténuer au plus que possible la crue printanière, mais c'est ça, il y a comme toujours une limite dans ce que dans l'impact que peut avoir la gestion des réservoirs et des barrages. Là. Comme on l'a vu, c'est un peu ça qu'on veut faire sortir par là, malgré, on pourrait essayer de voir, bon, est-ce que c'est la faute à Hydro-Québec, à la gestion des barrages, mais on voit vraiment que le facteur primordial là, dans tout ça, c'est vraiment les événements de précipitation de pluie sur neige, tous les apports d'eau importants qu'il y a eu au printemps là, qui ont joué un rôle qu'à un moment donné, c'est ça, il y a la limite de ce que la gestion des réservoirs peut avoir comme effet sur l'ampleur de la crue à l'exutoire. Oui, effectivement. Merci. Et en plus, étant donné que c'est aussi juste, qu'il y a au total 60% là, des apports qui ne sont pas contrôlés. Oui, exactement. Merci. Une dernière question? Est-ce que je peux poser une dernière question, Clémence? Oui. Alors, bon, tu nous l'as montré, il y a une augmentation de la précipitation cumulée de certains extrêmes aussi au mois d'avril sur les 30 dernières années, par exemple, puis aussi sur la période complète de 50 à 2020. Et puis, donc au mois d'avril, puis au mois de mai, ben, on se retrouve quand même, là j'ai noté quand même, on a noté des tendances à l'augmentation pour le mois de mai de 500 mètres cubes par décennie. C'est du 1500 mètres cubes sur 3 décennies. Donc, encore une fois, moi, si j'étais les autorités, qu'est-ce qu'on devrait encore une fois faire? Pas nécessairement encore une fois revenir sur la surveillance, mais pourquoi on devrait, on va dire, c'est quoi le motif de préoccupation, pas juste d'ailleurs pour Rigaud, mais pour Montréal, avec des augmentations, si elles se, on va dire, si elles se maintiennent puis elles se renforcent, ça peut être problématique, encore une fois, pour les inondations, comme tu l'as montré au mois d'avril, mais surtout au mois de mai. Là. Ben, tu sais, je pense que, je ne sais pas si je vais répondre exactement à la question, mais je pense qu'il faut un peu changer la pensée générale qu'on a en ce moment, soit de penser que la simple, ben, en fait, l'observation de la diminution du couvert de neige qu'on observe là, à l'hiver et au printemps, il y a plusieurs ben, en fait, il y a plusieurs études qui montrent que cette diminution-là du couvert de neige ben, va justement diminuer le risque d'inondation printanière au Québec, là, par exemple. Fait que je pense que quand on constate que, en fait, là, moi, je l'ai montré d'une certaine manière avec mon étude, mais il y a aussi l'étude de Turfel et Hall qui montre justement que l'augmentation de la précipitation dans le bassin versant de la rivière des Outaouais va avoir un effet de compensation là, sur la diminution du couvert de neige dans le bassin, ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucune diminution de la probabilité d'événements de ruissellement extrême dans le bassin. Fait que je pense qu'il faut commencer par garder ça en tête plutôt que de croire qu'avec les changements climatiques, le risque d'inondation au Québec va juste, surtout par exemple dans le bassin versant de la rivière des Outaouais, va diminuer et qu'il faut plus qu'on peut se pencher sur un autre problème. Fait que je pense que c'est de
d'être conscient que l'augmentation de la précipitation va vraiment avoir, va probablement jouer un rôle crucial sur les inondations. Puis comme tu l'as dit, pas juste à Rigaud ou dans le secteur autour du lac des Deux-Montagnes, mais également là, au niveau de la grande métropole. Fait que je pense que il faut se mettre vraiment en alerte, puis aussi faire des changements au niveau des règles d'aménagement du territoire, puis vraiment essayer, parce que je pense qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire pour se préparer, mais après ça, on peut changer. On peut pas avoir, on a peu d'impact sur l'aléa météorologique, mais au niveau des facteurs d'exposition de vulnérabilité, c'est là qu'on peut travailler. Fait que je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il va falloir se pencher dans les prochains mois, années, vraiment contrôler ce sur quoi on a du contrôle. Parfait, très belle conclusion. Merci beaucoup encore une fois, Clémence. Merci à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. On peut peut-être arrêter l'enregistrement. Donc,